Et salut à tous les amis, ici, toujours pas Emma Kepkup, mais bien la Hello Charlie Family. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Twitch pour un nouvel épisode de votre découverte et votre recherche d'orientation. Aujourd'hui, on va vous parler des métiers et du secteur du BTP et de l'artisanat. Pour ça, eh bien, nous avons fait appel à deux personnes que nous avons rencontrées sur Instagram, que sont donc Cédric et Marie. Comment vous allez, vous deux? Ça va? Impeccable. Ça va super. Ça va super. Cool. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et bienvenue sur notre chaîne Twitch. En fait, on ne vous connaît pas plus que ça et vous ne connaissez pas plus que ça non plus entre vous deux. C'était un peu le principe de ce live. En fait, on s'est dit, mais les gars, découverte des métiers du BTP et de l'artisanat, ça passe aussi par la découverte des invités. Donc, c'est ce qu'on vous propose de faire dès maintenant, c'est d'essayer de deviner ce que font nos deux invités. Donc, on ne peut pas savoir. Là, j'avoue que d'un point de vue, vous n'êtes pas en habit de travail, forcément. Peut-être toi, Cédric. Enfin, je ne sais pas, en fait, s'il y a un habit de travail. Un petit peu. Mais on ne voit pas. On sait que vous travaillez donc le secteur du BTP. Est-ce que, d'ailleurs, ça veut dire quoi, BTP, Cédric? Tu sais, toi? C'est l'acronyme de quoi? Bâtiment, travaux publics. C'est ça. Et de l'artisanat. Mais que faites-vous? Je vous ai demandé normalement de préparer une petite anecdote. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la préparer. Alors, une anecdote qui fait deviner mon métier? Ouais, par rapport à ton métier, ouais. Tu n'as pas le droit d'utiliser la dénomination de ton métier. D'accord. Mais est-ce qu'en une phrase, tu peux je sais pas, expliquer ce que tu fais dans ton métier, quelle est la mission, tu vois, qu'est-ce que tu produis dans ton métier? Alors, sans en dire trop, je mets les gens à l'abri. Ok. Voilà. Ça marche. La phrase qui revient souvent, c'est « mais vous montez vraiment ». Voilà. Ok, ça marche. Tu vois déjà, Cédric, de quoi il peut s'agir? Je vois à peu près. T'as été rapide. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Je dirais charpentier et couvreur. Je dois répondre, c'est ça? Bah ouais, carrément. Bah, bien sûr, tu réponds. Oui, c'est ça. Alors, je suis pas charpentier, je suis couvreur. Voilà. Ah ouais, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, le charpentier va s'occuper de la partie charpente et puis il peut faire un peu de menuiserie aussi. Et le couvreur, lui, va venir vraiment pour la mise au sec, de l'ardoise, des petits éléments de charpente, mais pas une charpente complète, ça dépend. Voilà. Et ardoise, tuiles, zinc, voilà. C'est vraiment l'enveloppe finale du bâtiment. Ok. Bon, bah écoute, ça a été très rapide, mais effectivement, c'était rigolo la manière dont tu l'as dit. Et toi, Cédric, alors qu'est-ce que tu pourrais dire comme petite phrase, comme petite anecdote? Ça va être compliqué, mais je dirais… Qu'est-ce que tu produis? Alors, ça va être très large, ça va être peut-être un peu compliqué aussi. Si je ne ferais pas ce que je fais, et on serait peut-être pas là en train de se parler, du coup, parce qu'on aurait… Voilà. Ok. Ok. C'est très large, du coup. C'est très, très large. Ouais. En fait, on ne verrait pas, on verrait personne. Ce serait… Voilà. D'accord. Et c'est en intérieur ou en extérieur? J'irais plus en intérieur, mais ça peut être aussi à l'extérieur. D'accord. Et tu interviens à quel moment dans le… Au début, au milieu et à la fin d'un chantier. D'accord. Alors, bon, t'es un peu trop propre pour être plaquiste. Donc, moi, je dirais électricien. Yes. Oh la vache, vous êtes vachement fort. C'est cool, vous connaissez vraiment, c'est marrant. J'aurais jamais deviné, moi, si tu m'avais présenté les trucs comme ça. T'es un peu trop propre pour être plaquiste. Ok. Donc, les électriciens sont des gens qui ne se le sadissent pas. Mais enfin, ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, tu disais que tu étais en tenue de travail. Tu as une tenue de travail en tant qu'électricien? Là, j'ai une veste de fournisseur de marque. D'accord. Voilà.
j'ai mon fournisseur aussi de disjoncteurs, on va dire. D'accord, Disjoncteurs, ok. interrupteurs, tout ça. Donc, ouais, j'ai des vêtements ouais, de travail, ouais. Trop marrant. Et Ouais. alors, on va revenir un petit peu sur quand même la présentation de votre métier. Est-ce que vous deux, vous travaillez, votre environnement de travail, c'est quoi en fait? Est-ce que vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur? Toi, Marie, t'es souvent à l'extérieur, t'es tout le temps à l'extérieur. Je suis jamais en intérieur en fait. Ouais. Enfin, ça a dû arriver une fois qu'on ait fait une ossature bois complète, donc du coup, on a pris les finitions intérieures avec, mais parce que c'était voilà, c'était de l'ossature bois, donc c'était tout en un. Sinon, ouais, je suis tout le temps en extérieur et c'est avec plaisir que je travaille toujours en extérieur. C'est vraiment quelque chose qui te plaît? Ouais, vraiment. Enfin, c'est une habitude à prendre, hein, mais je Même me en vois hiver, pas du tout. Ah ouais, mais en fait, je préfère l'hiver que l'été parce que ah, ben, oui. l'hiver, tu rajoutes une couche et puis Ah, ouais. Ouais, c'est sûr. tu t'équipes et puis tu bouges, voilà. Et alors que l'été, ben, tu crames, quoi. Il n'y a pas d'alternative. Ouais. Ok. Et donc toi, Cédric, t'es toujours en intérieur ou c'est les deux? Je suis souvent en intérieur, je peux intervenir en extérieur aussi, mais je suis essentiellement en intérieur. Ouais. Et vous n'avez pas. Est-ce que vous travaillez en équipe ou vous êtes seul généralement? Comment ça se passe? Moi, moi, déjà, je travaille tout seul, mais on peut travailler en équipe aussi. Ouais, Enfin, ok. Et toi, Marie? Alors, moi, on est deux, on travaille à deux, hein, donc on travaille en équipe, mais c'est plus pour des questions de sécurité. Sur des petits chantiers, on peut travailler tout seul, voilà. Mm. Mais je suis à mon compte et voilà, je préfère travailler aussi en petite équipe. Ouais, c'est intéressant, ça vous êtes tous les deux à votre compte finalement. Ouais. Ouais, c'est vraiment quand même un truc, ça fait partie de votre travail d'avoir une grande possibilité d'être assez rapidement à son compte. Mais vous pouvez faire partie d'une entreprise, c'est ça. Et vous êtes déjà passé par là ou vous avez toujours été en indépendant? Vas-y. Hein, Ben, non, en fait, j'ai travaillé en entreprise, mais dans un autre secteur qui n'était pas du tout dans le bâtiment. Et rapidement, en fait, je me suis rendu compte que je voulais travailler dans le bâtiment en extérieur et surtout ben, à mon compte. Donc, j'ai monté assez rapidement mon entreprise. Et toi, Cédric, c'est pareil? ouais, je voulais juste revenir à une question, juste un Ouais. truc. À quel âge tu t'es mis à ton compte, du coup, Marie? J'ai monté ma boîte en 2013. Donc, j'avais 22 ans. Cool. Ok, Voilà. Je te laisse ça calculer marche. maintenant ma vieillesse. Bon, Ouais, ça va. Moi, je me suis mis à 23 ans. À c'est ouf. 23 ans. Et avant j'ai fait quelques entreprises, on va dire. Ok, Mais en fait, on s'est fait, enfin, la boîte a fermé dans laquelle je travaillais. Du coup, d'accord. je me suis retrouvé au chômage et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant se lancer et voilà. Et 6 mois après, j'étais parti, quoi. Ok, ça marche. Et alors moi, ce que j'aimerais revenir déjà, donc on a présenté donc Cédric qui est électricien, je le rappelle, et Marie qui est couvreuse. Électricien, tu définis ça comment? Bah, comment? Bah, en fait, si Qu'est-ce on que n'est tu pas là, fais en fait? bah, s'il n'y a pas d'électricien dans la maison, bah, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de prise de courant, on n'a pas d'internet, on n'a pas de télé, on n'a pas de lumière, on n'a rien pour faire à manger. Donc, bah, c'est un peu indispensable à l'heure actuelle. Hein, quand on a une coupure de courant chez nous, on est démunis. Donc voilà, Donc tu l'électricité. Ouais. interviens aussi bien sur la partie chantier, je sais pas, de construction par exemple, où tu vas imaginer et réaliser toute la partie électrique. Tu es Ouais, capable de faire ça. Et tu interviens aussi en dépannage chez des particuliers. c'est ça. En fait, moi, je Ouais, travaille, moi, dans mon compte, je travaille essentiellement en rénovation. Donc, que dans d'accord. des structures qui sont déjà, enfin, des maisons qui ont déjà été faites, des Mhm. appartements qui ont déjà été habités. Et j'interviens dans ces habitations-là. Et soit on refait totalement l'installation électrique, soit on la modifie, on dépanne. Ouais, je travaille essentiellement en rénovation, puisque j'aime ça.
C'est parce que tu aimes ça en particulier, c'est Ouais. toi qui orientes ton métier là-dessus. Ok, donc tu as moyen d'orienter ensuite ton métier. Spécialisé dans la rénovation. Je pourrais faire du neuf si je veux. Ouais. Ça ne m'intéresse pas plus que ça et je préfère faire de la rénovation. Et est-ce que vous intervenez tous les deux sur des projets type historique? Alors toi, si ça peut être le cas, je sais pas, un truc d'anciennes bâtisses qui se transforment en chambre d'hôtes et tu dois réaliser toute la partie électrique. Est-ce que toi, Marie, tu peux intervenir en tant que couvreuse sur des bâtiments historiques? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est des spécificités encore dans vos métiers, ça? Bien sûr, on intervient nous aussi, on intervient surtout en rénovation, on ne fait pas de neuf. C'est un marché assez particulier. Et puis après, bien sûr, on fait du monument historique. C'est assez, c'est pas tous les jours. C'est des beaux chantiers qu'on prend plaisir à faire. Et aujourd'hui, on pense monument historique, c'est Notre-Dame pour ne citer qu'une. Mais en fait, il y a beaucoup de monuments historiques chez des particuliers en fait qui rachètent des monuments historiques. Et donc des petits manoirs. Voilà, le dernier en date qu'on a refait, c'était un manoir en Normandie. Donc, voilà. Waouh, ouais, c'est chouette, hein. Super. Et donc ouais, effectivement, votre secteur, donc qui est le BTP et l'artisanat, on va revenir d'ailleurs là-dessus parce que tu te considères comme. Est-ce que vous vous considérez d'ailleurs comme artisan? Ouais, c'est vraiment quelque chose qui parce que qu'est-ce que vous mettez comme valeur en fait derrière l'artisanat? Toi, Cédric, qu'est-ce que tu mets derrière? Le savoir-faire, notre savoir-faire. Parce que sans notre savoir-faire, on peut pas faire de ce qu'on fait. Si on l'apprend pas, si on sait pas faire, on peut pas le faire. Donc l'artisanat, c'est ça, c'est le savoir-faire, c'est l'art, quoi, l'art de bien faire. Voilà. Pour moi, c'est ça. Tu es d'accord avec ça, Marie? Ouais, absolument. L'artisanat, c'est quelque chose. On n'est pas dans un système de productivité en masse et de faire de la chaîne. On fait une chose après l'autre et aucun chantier ne se ressemble. Et puis, il y a une notion d'humain un peu plus. On est des petites équipes et puis voilà. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'était quoi votre passion quand vous étiez petit? Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous faites aujourd'hui? Moi, oui. Ah ouais, c'était... Ah, c'est bon, t'es de nouveau parmi nous. Il n'y a pas de problème. Non, j'ai eu un appel, du coup, ça... Il n'y a aucun problème. Du coup, voilà, j'ai fait raccrocher, c'est pas grave. Il aimait mettre les doigts dans les prises, ça là. Donc ouais, c'était quoi ta passion quand tu étais petit? Ah oui, je m'amusais à démonter les anciens téléphones qu'il y avait chez moi. Tout ce qui était électronique, en fait, je m'amusais à les démonter. Voilà. Marrant, ok. Pour voir comment c'était fait dedans. Parce que je voulais voir comment c'était fait, comment ça fonctionnait. Et puis après, de fil en aiguille, on m'a dirigé un peu sur l'électricité, quoi. Voilà. Ok, c'est rigolo. Et toi, Marie, est-ce que ça avait un lien ou pas du tout? Pas du tout. J'aimais bien faire de la couture, voilà. C'était mon premier métier d'ailleurs, tapissier, garnisseur et couturière. Donc, mais c'est intéressant ça. Ok, très intéressant. Comment t'es passée de ça à ce que tu fais aujourd'hui? D'abord, j'étais tapissier garnisseur. J'avais fait une formation là-dedans. J'ai travaillé un petit peu là-dedans. Et puis, en fait, pendant mon apprentissage, j'ai découvert les métiers du BTP. Et ça m'appelait vraiment, en fait. Et quand j'ai voulu sauter le pas, j'ai pas trouvé de maître d'apprentissage qui a accepté de prendre une fille. Et du coup, je suis restée, en fait, dans ma zone de confort. Et j'ai trouvé un maître d'apprentissage en tant que tapissier garnisseur. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Jusqu'à ce qu'en fait, je sente que vraiment, je me perdais, quoi. J'étais pas à ma place. Donc voilà. Mais tu as dit un truc vachement intéressant. On t'a refusé parce que tu étais une femme? Oui. Ok. Alors, pour mettre
c'était en 2007, faut remettre dans le contexte. Je savais pas où je voulais aller. Du coup, j'ai toqué à plein d'entreprises pour faire des stages et savoir ce que c'était Donc, j'ai fait taille de pierre, charpente, menuiserie et tout ça. Et à chaque fois, on me disait, t'es bien choupinette, mais voilà, faut être costaud pour faire ça. donc voilà. Donc, le tapissier Encore chez qui j'ai testé. Waouh. Encore des idées reçues, ouais. De grosses idées reçues et malheureusement là qui sont une réalité. Est-ce que aux filles qui nous regardent et qui sont intéressées par ces métiers qui sont très connotés masculins, effectivement, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Foncez, il n'y a personne qui sait mieux que vous ce que vous voulez faire et ce que vous aimez. Et puis de repartir dans une autre voie, de ce que j'appellerais une voie de confort. C'est du temps que vous allez perdre à ne pas être bien dans vos bottes, quoi. Dans vos chaussures de sécurité, pour le coup. Donc, allez-y. Et puis, parfois, il ne faut pas chercher à convaincre avec des mots. Il faut dire « Ok, mais laissez-moi une chance de faire un stage. » Et puis, très vite, les gens vont se rendre compte qu'ils se trompent. Est-ce que c'est une problématique qu'on retrouve sur vraiment beaucoup de métiers autour du BTP ou pas? Toi, Cédric, c'est quelque chose que tu vois au quotidien ou pas du tout, ça? Oui, sexiste du métier. Par témoignage, oui. Et puis concrètement, j'ai ma femme qui veut aller dans ces métiers-là. D'accord. Alors qu'elle est là-dedans, elle a fait des études en géographie, voilà. Mais son but, et je pense que c'est ce qui va se passer cette année, c'est d'aller travailler dans le bâtiment. Et donc, voilà, on va tout faire pour que ça se passe bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle aime ça, elle aime faire les travaux, elle aime être dans ce contexte-là. Donc, voilà, de toute façon, il n'y a pas de métier fait pour telle ou telle personne. Tout le monde peut faire. Bien sûr. Est-ce que les mentalités, elles changent ou pas par rapport à ça? Je pense qu'elles commencent à changer grâce aussi aux mises en avant de toutes les femmes qui sont dans ces métiers-là, en fait. Plus elles vont se mettre en avant, plus elles vont en parler, mieux ça sera pour celles qui veulent se lancer. Je pense que c'est et puis faire changer les mentalités, parce qu'il y a des mentalités qui restent bloquées. Je trouve pas ça logique, quoi. À l'heure actuelle, il faut qu'on évolue là-dessus, quoi. On me demande dans le chat, vous gérez combien de chantiers en même temps, un seul ou plusieurs? Bonne question. Alors, dans le monde idéal, un après l'autre. Dans la réalité, on peut gérer jusqu'à 3 chantiers en même temps, surtout en ce moment avec les problèmes de pénurie de matériaux. Donc, voilà. En étant indépendant, on le rappelle, petite précision, voilà, dans votre situation à vous. Et toi, Cédric, c'est pareil, tu gères plusieurs chantiers en même temps? Ouais, j'en ai 10 actuellement, là, d'ouverts. Ah oui. Et justement, ça m'amène à vos journées en fait quotidiennes. C'est des journées de combien d'heures? Est-ce que vous dormez de temps en temps? Ouais. Ça vous arrive? Je crois que l'anti-cerne fait bien son taf. C'est un métier hyper fatigant, je pense que vous faites. Pas le métier en lui-même, pour ma part, c'est pas le métier en lui-même qui est fatigant, c'est qu'il faut intégrer ça dans une vie de famille. Il y a toute la partie vraiment chantier pur et dur, on se déplace, on travaille sur le chantier et puis on rentre chez soi. Et la journée, pour un salarié, elle s'arrête là. Pour un indépendant, c'est le dernier rendez-vous le soir, c'est un rendez-vous de devis ou une petite réparation. On rentre chez soi, on fait un devis, on fait une facture, on fait les plannings, on fait la gestion de stock et la compta après. Voilà, la journée ne s'arrête pas avant à 23h si on ferme l'ordinateur. C'est hyper intéressant. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu relèves parce qu'on a tendance à penser que les métiers comme ça d'extérieur, c'est que ça s'arrête vraiment une fois que tu sors du chantier, ta journée professionnelle s'arrête. Et en tant qu'indépendant, effectivement, il ne faut pas oublier que vous êtes des entrepreneurs avant tout. Et donc, il y a toute la partie compta, gestion des facturations. Il y a beaucoup de relationnel aussi, j'imagine, avec les clients. Bien sûr.
C'est quelque chose qui vous plaît, ça, Cédric? Bah oui, parce que sinon on serait pas entrepreneur sinon. Ouais. Clairement, on côtoie les clients tout le temps, au début, au milieu, à la fin. On est là à les écouter, parce que si on les écoute pas, on va pas faire ce qu'ils demandent. Ça va pas correspondre à ce qu'ils veulent. Enfin, surtout, voilà, en électricité, si je lui mets des spots noirs alors qu'il voulait des blancs, bah, ça va pas lui plaire. Donc, si j'ai pas compris sa demande, forcément, c'est compliqué. Donc, non, et c'est hyper important la relation client. Et il faut qu'elle perdure en fait. Faut pas que on fait pas un chantier et on lui dit merci et puis il y a plus jamais. Au contraire, il faut qu'ils reviennent les clients. Bien sûr. C'est déjà un client qu'on a déjà, donc autant le garder. Parce qu'il nous appellera et on sera pas obligé d'aller démarcher d'autres clients pour avoir d'autres chantiers. Donc plus on fidélise le client, mieux c'est. Hyper intéressant. Hyper intéressant. On me demande dans le chat, ça veut dire quoi être indépendant? Quelle est la différence entre ça et être en entreprise? Marie. Alors, être indépendant, c'est que c'est toi qui as les clés du camion, mais tu as aussi la carte bancaire du compte qui va avec. Non, je rigole. Mais être indépendant, en fait, c'est... alors, on va prendre le salarié, voilà. Tu vas travailler, tu as quelqu'un, un donneur d'ordre qui est ton patron et qui va te dire exactement quoi faire, chez qui, avec quel matériau. Quand tu es indépendant, c'est toi qui as rendez-vous avec la personne qui a une demande. Tu vas faire un devis. S'il accepte le devis, tu vas faire les travaux. C'est toi qui fais la facture. Et puis, tu vas te rémunérer sur le travail. Enfin, voilà, tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. Et du coup, tu peux choisir également de travailler sur des chantiers qui te challengent, qui te plaisent, et d'orienter en fait ton activité sur ce que tu as envie de faire. Alors que quand tu es salarié, tu vas faire ce qu'on te demande de faire simplement. Ouais, très bonne question aussi. Est-ce que c'est uniquement la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, ou parfois vous travaillez le week-end sur les chantiers? Ça serait beau que ce serait du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 17h. La réalité, je pense qu'il ne faut pas mentir sur l'investissement que ça demande en tant qu'indépendant. Non, les week-ends, clairement, ils y passent. On n'est clairement pas sur 5 semaines de vacances à l'année. Voilà. Je pense qu'il faut être assez lucide là-dessus. Moi, je me suis mis une règle, c'est que les week-ends, je ne vais pas sur les chantiers par contre. Je travaille peut-être à la maison. Ouais, je prépare les chantiers pour la semaine qui suit. Je fais les devis, les factures, mais je ne vais pas sur les chantiers par contre. Ok, donc tu ne gères pas l'urgence non plus? Si, s'il y a un dépannage, j'y vais. S'il y a un dépannage, j'y vais parce que on est aussi une entreprise on propose un service. Donc si on ne peut pas rendre service aux clients en faisant un dépannage, ça n'a plus aucun intérêt. Donc non, on est une entreprise de service et s'il faut aller faire un dépannage, la dernière fois j'ai fait un dépannage à 21h un samedi soir, je suis allé le faire. Enfin, c'est logique, quoi. Donc c'est vraiment c'est un métier passion, du coup. Oui. Ouais, c'est vraiment un métier passion. C'est comme ça que vous le définissez. Ouais. C'est génial, je trouve. C'est vraiment ce qui vous plaît. Moi, c'est justement ce que j'aimerais savoir là. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Tout. Ok. Sinon, moi, il n'y a rien qui me dérange dans mon métier. Je peux faire des tableaux électriques, tirer des câbles, aller dans les combles. Ça me dérange pas du tout parce que ça fait partie du métier. Et si on se dit, non, si on y va à reculons, déjà, ça va pas être sincère au niveau du travail, donc ça sert à rien. Voilà. Non, moi, j'ai rien qui me dérange. La satisfaction, elle vient de quoi pour toi? Quand tu as un problème et tu trouves la solution, ou c'est une fois que le chantier est terminé, que le client est content? Qu'est-ce qui te procure vraiment satisfaction? Là, actuellement, je suis sur un chantier où le client, je pense que c'était un des seuls clients qui m'a fait un dossier. C'est un particulier. Hein. Donc, il m'a fait des dossiers exactement, ligne par ligne, de ce qu'il voulait chez lui. Il avait très, très peur de faire venir quelqu'un chez lui. Donc, donc lui, c'est pareil. Nous, on fait confiance au client, mais le client, il nous fait confiance aussi. Bien sûr. Et en fait, je suis arrivé en 2 jours à gagner sa confiance et qu'il soit satisfait du travail que j'ai fait et il me l'a dit. Je suis allé 4 fois chez lui. Le premier jour, il a trop rien dit. Mais les 3 jours qui suivaient, à chaque fois que je finissais quelque chose, il était comme si un gosse qui avait acheté un jouet.
Et ben lui, il s'était acheté son installation électrique, c'était son jouet, et il était hyper content de comment c'était fait. Et je trouve que ça, c'est hyper gratifiant quand on nous dit, bah, vous avez fait du bon boulot, c'est exactement ce que j'attendais de vous. Donc ça, c'est mieux que le travail que j'ai fourni. En fin de compte, c'est vraiment, voilà, je trouve ça. Et toi, Marie, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Que c'est jamais la même chose. Il y a autant de couvertures qu'il y a de maisons, donc voilà. Après, on est pas, enfin, c'est du gros œuvre, donc on fait partie du gros œuvre. Seulement, c'est un des seuls gros œuvres qu'on recommence plusieurs fois dans la vie d'une maison. Donc voilà. Et puis à la fin, tu es devant la maison et tu dis waouh, j'ai fait tout ça. Enfin, c'est vraiment satisfaisant parce que c'est parfois monumental. Et puis, ça offre aussi des possibilités. Il n'y a pas que la couverture. Aujourd'hui, on parle aussi des isolations thermiques par l'extérieur et tout ça. Et ça me challenge bien parce que il y a des nouvelles normes qui changent en permanence. Enfin, il y a des calculs de résistance thermique et tout ça. Et donc, il y a de l'intellect. Et puis, il y a aussi à un moment donné, tu débranches ton cerveau et puis tu t'alignes des mètres linéaires, des mètres carrés d'ardoise. Enfin, on ne fait pas 2 jours la même chose et c'est ça qui me plaît, quoi. Et on me demande, c'est quoi du gros œuvre? Est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Alors, le gros œuvre, c'est maçonnerie, charpente, couverture. Est-ce que j'en oublie un, Eric? Voilà. Menuiserie, il a peut-être en tête, mais je suis même pas sûr. Peut-être. En fait, c'est tout ce qui te voilà, je pense que les menuiseries en font partie. C'est mise hors d'eau, hors d'air. C'est vraiment la construction de base d'une maison. Et après, tu as le second œuvre qui viennent dans un second temps pour équiper la maison. Et donc, comme vous faites de la rénovation, potentiellement, vous pouvez vous croiser sur un même chantier. Enfin, il y a plusieurs métiers du coup qui se rencontrent. Est-ce que vous pouvez bosser ensemble ou est-ce que c'est séparé dans le temps? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes mélangés un petit peu? Moi, pour ma part, je travaille souvent avec les plaquistes. D'accord. Les plombiers, des fois, les peintres, les menuisiers. Et donc, tu t'adaptes aux professionnels. Ok, ouais, comment tu fais? Est-ce que vous vous connaissez, que vous recommandez mutuellement? Ça fonctionne comment? On va dire que quand on se connaît, c'est le top, on va dire. Et quand on se connaît pas, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut s'adapter. Et moi, le corps de métier avec qui c'est compliqué, le plaquiste. Voilà. Parce que le plaquiste et l'électricien, ça fait souvent des étincelles. Sans jeu de mots. Mais c'est compliqué la relation. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec mon plaquiste. Parce que du coup, je travaille avec d'autres artisans avec qui on s'entend bien. Je préfère travailler avec lui parce que lui, il est arrangeant. Lui, je sais que j'aurai jamais de problème avec lui. Alors avec d'autres, ils peuvent me laisser les gaines derrière les plaques. Et du coup, il faut aller la récupérer après. Enfin, voilà, c'est des conflits assez réguliers sur les chantiers. Et alors, justement, comment ça se passe quand le client n'est pas content? Parce qu'il y a un schmilblick entre le plaquiste et l'électricien ou simplement qu'il n'est pas content du résultat? Eh ben, il y a confrontation. Après, c'est très, très rare que… C'est ce qu'on me dit. Est-ce que ça arrive? Parce que tellement que vous êtes professionnels tous les deux. Je pense que ça arrive. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ouais. J'ai vu, par contre, sur le même chantier, un plaquiste et un plombier s'embrouiller. Ça… à en venir aux mains, je pense que c'est la première fois et c'est la dernière fois que je verrai ça, parce que je trouve ça un peu abusé, mais bon. Voilà. Et ça s'était très mal passé. Donc le client était plus ou moins au courant, mais sans plus, il y avait quelqu'un qui gérait le chantier à sa place. Mais ouais, c'est compliqué cette gestion. C'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec les gens que je connais, mais aussi parler avec l'artisan qui est en face en disant voilà, moi je travaille comme ça, est-ce que ça te convient? Oui, non, si ça te convient pas, il faut qu'on trouve une solution. Voilà, il faut vraiment en parler, et plus on en parle, mieux c'est. Carrément. Toi, Marie, ça t'est déjà arrivé d'être confrontée à un client pas satisfait?
Pas non. Ouais, formidable. Non. C'est par rapport au délai, mais non. Alors, il y a eu une incompréhension sur la demande initiale. C'est arrivé une fois et on rectifie et il y a une réactivité qui se fait. Non, après, quand on est une petite entreprise, on dépend énormément du bouche à oreille. Et il faut qu'on soigne nos clients. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec la pénurie des matériaux et tout ça, c'est pas toujours évident à gérer. Mais j'ai rarement... Après, j'ai la chance, on travaille toujours tout seul, nous. Ouais. Par rapport... on est un peu perché et puis personne vient nous emmerder. C'est arrivé une fois où on a eu un lot, on a refait entièrement... c'était une véranda qu'on a transformée en ossature bois et pour le coup, j'ai dû faire intervenir un plaquiste. Et c'est pas nos potes, je suis désolée les gars. Mais... Oh là là, mais c'est pas team plaquiste là. Ah non. 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 Quand on fait intervenir quelqu'un, j'en prends la responsabilité. Et dans le secteur, on m'appelle la mère Marie parce que Ok. quand je suis très gentille sur les chantiers, mais il y a des choses que je laisse pas passer. Donc, quand le plaquiste fait pas ce qu'il a écrit sur son devis, je peux être intransigeante. Donc, d'ailleurs, voilà. vous exercez où tous les deux? Vous êtes dans quel coin? Marie, t'es de où toi? Moi, je suis au nord de Rennes. D'accord. Ah ouais, ok. Et toi, Cédric, t'es où? Je suis au sud de Lyon. Ah, t'es lyonnais comme nous. Ok, marrant. Ouais, donc là, mince. Et visiblement, les plaquistes rennais et lyonnais ne sont pas copains avec nos amis ici présents sur la chaîne. Dommage. Il y aurait des plaquistes, ils diraient la même chose sur les électriciens. C'est ça. Et alors, je comprends que, en tout cas, cette relation que vous pouvez avoir avec d'autres professionnels peut faire partie des choses qui vous plaît le moins dans votre métier. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez moins, les aspects un peu plus pénibles? Est-ce qu'il y en a? On parle des archis ou... Ouais. C'est vrai. Les archis, c'est une grande passion. C'est-à-dire, allez-y, n'hésitez pas, je vous parler notre langage pour moi. Alors, pour moi, par exemple, je prends pas de neuf parce que, c'est un choix. Hein. On travaille qu'en rénovation puisqu'on se passe d'architecte. Les archis, alors il y a des archis très bien, on fait des chantiers où tout roule et voilà. Et il y en a d'autres où tu es là, tu te dis, là il manque 3 mètres, ton truc il fait 3 mètres de plus, et tes eaux pluviales elles tombent où. Enfin, c'est des choses en fait qui, toi, te paraissent évidentes. Et eux, qu'ils oublient sur leur plan. Sauf qu'il faut savoir qu'à la fin, tu t'engages sur un devis et qu'ils te payent que ce qu'ils ont prévu. Bien d'accord avec toi. Ça, c'est clair. Ok. Donc, c'est pas un aspect... Oui, ça fait partie de votre métier, mais c'est pas ce que vous faites au quotidien non plus, quoi. Voilà. Comment vous avez fait au tout début pour trouver vos premiers clients? C'est intéressant, en fait. Comment on se lance quand on est indépendant? Comment vous avez fait? Moi, je me suis lancé comme ça, la tête baissée et en avant. On verra. Non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est une erreur que j'ai fait et que j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. C'est moi. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, toujours comme ça. Bien sûr, bien sûr. Mais j'aurais fait différemment et j'en aurais peut-être plus parlé en avance. Beaucoup plus en avance, en fait. Voire 1 an, voire 2 ans avant vraiment de me lancer. Pour commencer justement à dire, je vais être présent, je vais être autour de chez vous, je vais commencer à faire des chantiers, voilà. D'accord. Et c'est pas ce que j'ai fait. Du coup, on allait prospecter, mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, taper aux portes des agences immobilières, des assureurs, des architectes, tout le monde. Dès qu'on croisait un artisan sur un chantier, tiens, je te laisse ma carte, ça a besoin d'un élec, appelle-moi, enfin voilà. Ok. Donc, méthode, vraiment, on y va. T'as pas commencé par les proches, par exemple? Est-ce que t'as dépanné des proches au tout début? Même pas. Non, Ils ont pas simulé des pannes électriques pour te faire bosser. Ah. Et toi, Marie, comment t'as fait? En fait, le père de mon associé avait son entreprise dans le secteur.
et il prenait sa retraite. Donc on a commencé peut-être 2-3 mois. Enfin, il a décidé de prendre sa retraite rapidement. Donc 2 ou 3 mois avant, voilà, ce numéro-là n'existera plus. Appelez ce numéro-là si vous voulez faire appel à des jeunes qui se lancent. Et puis je touche du bois. J'ai jamais eu à prospecter ou à démarcher des archives ou des agences IMO. D'accord. Ouais, donc double casquette, on me dit aussi électricien commercial, secrétaire, tout y passe quoi. Et créateur de contenu, et c'est justement là où je voulais en venir tous les deux. Donc on vous a découvert sur Instagram, on va vous mettre vos réseaux dans le chat, et donc principalement Instagram. Toi Cédric, j'ai découvert ton compte, ton profil sur TikTok, ta chaîne sur YouTube. Comment ça vous est venu, ça, de documenter votre quotidien? Est-ce que c'est venu avec le confinement? Est-ce que c'était avant? Ouais. Et toi, Marie, c'était pendant le confinement ou pas du tout? Je me souviens plus à quel moment je me suis décidée, mais en fait, je partageais déjà quelques petits trucs sur mon compte perso. Okay. Et j'avais ce hashtag le couvreur est une gonzesse, et j'avais du coup beaucoup de gens qui venaient sur mon compte perso via ce hashtag. Donc j'ai décidé de créer un compte vraiment par rapport à mon travail. D'accord, ok. Et toi Cédric, c'est venu comment? À la fin du premier confinement, ouais. Je m'embêtais, j'ai téléchargé l'application Instagram, donc j'entendais parler de partout. Voilà, en gros. Et j'ai créé un compte pro au nom de l'entreprise. Et après, je me suis lancé à parler de ce que je faisais. Donc, je partageais des stories, des publications. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est pris au jeu. Je me filmais, je faisais plein de trucs. Et puis voilà, quoi. Et après, j'ai téléchargé l'application TikTok. Et après, YouTube. Et en avant, quoi. C'est hyper impressionnant. Et tu t'es pris de goût pour produire tous ces contenus-là. Ouais, parce que j'aime bien partager ce que je fais et transmettre ce que je fais. Et j'ai énormément de jeunes qui me suivent sur Instagram, sur TikTok. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'apprentis, beaucoup de personnes en reconversion. Ouais. Et on voit que tout ce qu'on fait, ça sert à quelque chose en fait. Derrière, il y a des gens qui nous envoient des messages. Merci, grâce à toi. C'est grâce à toi que j'ai changé de métier. Enfin. Ouais, c'est incroyable, c'est hyper fort. Et c'est fou le pouvoir que ça peut donner, parce qu'en fin de compte, on partage notre quotidien. Ouais. Ils ont une vraie vision de ce qu'on fait. Et du coup, si ça peut susciter des vocations, et ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et puis autour de l'artisanat, il y a beaucoup de coachs. Ouais, vas-y, raconte-nous comment ça se passe, Marie. Comment ça se passe? Je partage quand j'ai le temps. Et je suis assez surprise parce qu'on dit que le secret des réseaux, c'est de poster. Moi, je peux parfois ne rien poster pendant une semaine. Et dès que je reviens, j'ai plein d'interactions avec plein d'autres artisans. Ce qui est marrant, c'est que plus je raconte de bêtises, plus il y a de l'interaction. Voilà. Et puis, je partage aussi, bien sûr, mon métier, mais je partage aussi souvent les aléas, en fait. Par exemple, j'ai passé un mois sur un chantier où il a plu tous les jours. Et donc, je faisais une story par jour, type Evelyne Delia, qui a fait rire tout le monde. Mes tutos aussi, au bout d'un moment, au bout de 15 jours sous la pluie, je suis allée chez Decathlon, j'ai acheté une tonnelle. Et ça a fait beaucoup rire. Et c'est ça, en fait, dans ces moments-là où il pleut, j'aime bien en rire et partager avec d'autres. Voilà, c'est sympa. Après, j'ai aussi des petits curieux qui me suivent et parfois sous mes posts, des gens qui disent « mais t'es sûre qu'on fait ça comme ça ?» et tout ça. Ah ouais. Ah oui, ok. On vous apprend à faire votre métier sur les réseaux, c'est intéressant. Ah ouais. Beaucoup.
Ouais, et les hommes, enfin, pardon, mais quand il y a un bonhomme qui arrive avec ses grands sabots pour dire, tu sais, bah, là, dernièrement, c'était pas méchant, mais il m'a dit, tu sais, ton pare-vapeur, il est posé à l'envers et machin et tout ça. Je fais, ben non, rapproche-toi de du document technique d'application, tu verras que celui-là, il se pose dans un sens comme dans l'autre, et que, enfin, j'essaye d'être pédagogue, même si parfois j'ai juste envie de... Souvent, il faut justifier, ouais. Ouais, Ok. c'est le revers de la médaille, quoi. C'est ça, ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais à côté de ça, sur TikTok, beaucoup. Ouais, surtout sur TikTok, ouais, j'ai vraiment, c'est impressionnant. Ok. Ouais. Mais moi, en tout cas, ceux qui nous regardent, là, je vous invite à suivre les comptes de Marie et Cédric parce que justement, ouais, je trouve sur des métiers tellement visuels comme les vôtres, on a vraiment besoin de voir à quoi ça ressemble pour se projeter de ce que vous faites. C'est très cool. En tout cas, je vous félicite tous les deux pour le travail que vous faites de pédagogie dans tous les sens du terme. Et justement, ouais, les jeunes viennent vous voir pour vous demander, vous poser des questions. Et moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est quel parcours vous avez d'un point de vue scolaire, en fait. Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que l'école, c'était votre truc déjà, tous les deux, à la base, ou pas? Non, pas moi. Et il y a... On me dit, Claire qui félicite. Bah oui, je félicite. Est-ce qu'on vous a rapidement redirigé vers des formations professionnalisantes? En fait, comment ça s'est passé votre orientation à tous les deux? Non, moi au contraire, on m'a poussée au lycée. On m'a dit lycée général. Non, ouais, va au lycée général, tu as les capacités. Voilà. Donc j'ai passé une seconde générale classique. J'étais l'élève moyenne, mais pas mauvaise, mais pas non plus super bonne. Mais j'étais pas à ma place en fait. Et je savais que je voulais faire autre chose. Et j'ai la chance d'être d'une famille nombreuse. J'ai 4 grands frères et un est compagnon charpentier. Et en fait, ça me faisait très, très envie. Donc, je suis allée à des portes ouvertes. Et j'ai un parcours assez atypique. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait une année de boulangerie. Et je me suis rendu compte que j'étais allergique à la farine. Donc on m'a dit, Bichette, va falloir changer de cap. Et c'est là où en fait je me suis retrouvée tapissier garnisseur. D'accord. Et où j'étais bien mais sans plus. Et c'est vraiment donc je me suis jamais arrêtée de me former en fait. Une fois que j'étais tapissier garnisseur, j'ai continué à faire des mentions complémentaires de décor, de couture, enfin voilà. Et puis quand j'ai découvert le métier de couvreur, où j'ai su que vraiment, ça a fait tilt quoi. Je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je me suis mis à mon compte, je me suis formée et puis je me suis mis à mon compte après. Et ensuite, j'ai continué à faire des formations de gestion d'entreprise artisanale. Donc j'ai un niveau bac en gestion. Et puis j'ai appris à faire de la compta, de la gestion, de la communication, etc. C'est très important pour moi de me former. Et d'ailleurs, je continue encore maintenant de faire des formations parce qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre en fait. Et donc tu savais en tout cas depuis très longtemps que tu veux faire quelque chose avec tes mains, quoi. C'était ça. Qu'est-ce que tu voulais faire au moment où on t'a propulsé au lycée général? Donc en 3e, tu avais déjà une petite idée. C'était quoi ton idée, ton ressenti en fait? C'était de travailler de mes mains, oui, ça c'était évident. Après, j'osais pas vraiment y croire en fait. J'osais pas me dire j'aurai ma place à cet endroit. Et c'est vrai qu'au début ça a été difficile. Surtout que du coup, moi je suis partie en internat chez les Compagnons du Devoir. Et c'était les débuts des filles apprenties là-bas. Et il y avait encore ces vieilles générations qui, par exemple, ne voulaient pas manger avec nous à table. Je me souviens de la première fois que je me suis assise à la table pour manger. Il y a un charpentier qui s'est levé et qui a dit « Je ne mange pas avec ça ».
Et en fait, ça, c'était une fille. Et à côté, il y a 3 autres bonhommes qui sont venus, qui se sont assis avec moi en disant t'inquiète pas, c'est le temps qu'ils s'habituent tous. Et puis voilà. Donc ça aussi, j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont soutenue en fait dans mon parcours, hein, parce que quand je croyais pas je croyais pas que j'avais ma place dans le milieu du BTP, il y a des hommes qui en étaient sûrs pour moi et qui m'ont poussée, hein, donc qui m'ont motivée quoi. Ça cool, marche. Ça. Ouais, c'est cool, ouais, carrément. Et toi, Cédric, alors comment ça s'est passé ton orientation? Et ben moi, j'ai fait une 3e professionnelle. D'accord. Donc là, on voyait plein de métiers. Je crois qu'il y avait tourneur, fraiseur, électricien. Enfin, il y avait plein de trucs. Il y avait, je crois, 5 métiers différents. Ça marche. Et à la fin, il fallait qu'on en choisisse un. Donc forcément, voilà, je choisis électricité. Et puis après, j'ai fait un BEP électrotechnique en alternance. Une semaine à l'école, une semaine chez le patron. Donc ça pendant 2 ans. Et j'ai fait un bac pro électrotechnique aussi pendant 2 ans, une semaine sur 2. D'accord. Voilà. Et électricité, pourquoi c'était, tu le sentais que c'était vraiment ce qui te plaisait parmi tous les... Ok. C'était sûr, je voulais faire ça et voilà. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander. Généralement, dans les filières pro, c'est déjà très orienté de base en termes de métier. Comment faire, en fait, c'est quoi votre conseil? C'est de faire beaucoup d'expériences, d'oser se tromper pour essayer de vraiment trouver sa voie. C'est un peu le chemin que tu as fait, toi, Marie. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose pour atteindre vraiment ce tilt-là que tu as eu sur le métier de couvreur? Comment tu ferais? Faire des stages, je conseille vraiment de tester en fait. On ne peut pas savoir avant d'y être. Je me souviens de ce stage en taille de pierre. Je voulais y aller à fond et en fait, une fois que j'étais devant le gros caillou, je me suis dit voilà, finalement c'est pas plus que ça. C'est ça. Donc vraiment tester, faire des stages, se renseigner, échanger avec des professionnels dans ce secteur. Et puis non, en fait, je recommencerai tout pareil. On se trompe pas vraiment. C'est des expériences qu'on acquiert. Et puis ça permet de grandir aussi. Enfin, c'est des expériences. Hein. Donc et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de métier passion, mais en fait, dans une vie, on peut avoir plusieurs passions. Et c'est difficile de choisir à 17 ans, de se dire toute ma vie, je veux faire ça. Donc, c'est le truc. Hein. Et c'est la grande question. Et nous, ce dont on est convaincu chez Hello Charlie, c'est que non, au contraire, tu vas changer plein de fois d'idées, tu vas changer potentiellement de métier, tu vas pouvoir te réorienter, mais en aucun cas, tu vas avoir la réponse à 17 ans. Ça arrive, c'est rare de savoir à cet âge-là ce pourquoi on est fait, quoi. Parce qu'on n'a pas d'expérience. Enfin, le système éducatif fait qu'on a très peu d'expérience terrain à 17 ans, à moins qu'on soit parti sur des voies professionnelles plus tôt. Mais c'est bien la grosse lacune de la voie générale, c'est que ça reste très, très général, quoi, très académique. Et donc, pour savoir ce que tu veux faire, là, on est en pleine période Parcoursup en ce moment, c'est la confrontation directe à qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait. Qu'est-ce que tu allais dire, Cédric? Je t'ai coupé. J'allais dire, à 17 ans, c'est le début de notre vie et on n'a pas de recul sur... on n'est pas adulte, on n'a pas vu tout ce qu'on pouvait voir. Du coup, on n'a pas non plus la même mentalité qu'on aura à 30 ans et où là, on va se dire, mais en fait, à 30 ans, c'est pas ça que je veux faire autre chose. Donc, ça fait partie de la vie de se tromper et dire, on part là-dedans et on fera autre chose. Après, ce que j'aurais à dire aussi, c'est qu'à 17 ans, le BTP, c'est pas une voie de garage. On peut être très bon à l'école, on peut être super bon, avoir 19 de partout, il n'y a pas de problème. Hein. On peut aller dans le BTP. Je vois pas pourquoi. On a toujours ce truc disant, t'es pas très bon à l'école, allez, va dans le BTP. Mais je suis désolé, mais dans le BTP, on a besoin de maths, on a besoin de français, on a besoin d'histoire aussi quand on intervient sur un bâtiment ancien, on a besoin de plein de choses. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les notes, hein, et ça veut rien dire ça.
Évidemment, évidemment. Et c'est justement une idée reçue que j'allais vous soumettre, ce truc, cette espèce d'idée c'est un sous-métier. En fait, je pense qu'on vous l'a balancé peut-être plusieurs fois, et non, et évidemment non, et c'est ce que tu défends, toi. Cédric, et je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit effectivement pareil que moi, il a bien parlé. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis. Hyper important. Et il y a plein de métiers comme ça auxquels on ne pense pas forcément, quand bien même, comme tu dis, l'école, ça se passe bien, quoi. C'est vraiment pas une raison. Ouais. Mais c'est le problème de l'éducation actuelle, générale, de l'école. Enfin, c'est très, faut faire des études. Mais ouais, c'est très bien. Celui-là qui a envie de les faire, il les fait, tant mieux. Celui qui a envie de les faire, il ne faut pas pourquoi on va le forcer à faire des études. Même s'il est bon. En fait, ça peut mettre en fait des jeunes en souffrance. Enfin, je me rappelle que je zonais en fait en seconde. Je savais pas où j'allais, ce que je voulais. Enfin, je me sentais pas à ma place, pas utile. Et c'est vrai que la première fois où on m'a confié en tant qu'apprenti une responsabilité, je me suis sentie valorisée. Ouais. Je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui me fait confiance. C'était ma première année, le premier métier que j'ai fait, c'était boulanger. Et la première fois que mon patron m'a mis un sac de farine devant en me disant, voilà, tu as ce sac de farine, tu dois en tirer tant de baguettes. La recette, elle est là, le process, il est comme ça. Je me suis dit, waouh, il me fait confiance. Et c'était... j'avais pas eu cette relation avec mes profs, et même mon maître de stage en CFA, c'était beaucoup plus individualisé. Et au contraire, il y a plein de métiers du bâtiment où tu as intérêt à être calé en maths si tu veux pouvoir sortir quelque chose de propre. Voilà. Ouais, et puis il faut être rigoureux. Enfin, c'est c'est hyper dur, hein, comme métier. Enfin, chapeau bas encore, hein. Et par rapport à la paye, alors au salaire, parce que ça c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les jeunes. Est-ce que c'est bien payé? C'est généralement la question qui revient souvent. En tant que salarié, je pense qu'un électricien, il peut très 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 bien gagner sa vie. S'il est bon et qu'il est autonome et tout ça, il peut très très bien gagner sa vie. Je pense que les salaires, quelqu'un qui se débrouille bien, c'est 2500 € par mois, il se les fait facilement, à mon avis. Moi, en tant qu'artisan, pour être clair, actuellement, je prends 2000 € par mois. Voilà. Ok. Parce que je peux que ça et que ça me suffit pour vivre. Donc voilà, après, si à 17 ans ou à 13 ans, on se dit qu'est-ce qu'on va faire plus tard, et puis on regarde toutes les grilles de salaire pour savoir lequel paye le mieux, c'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être, effectivement. Aux stagiaires que j'ai avec moi, ouais, mais du coup, ça gagne combien, électricien Mais en fait, là, tu sais même pas si tu vas faire ce métier-là, tu sais même pas si ça te plaît, et tu demandes déjà combien tu vas être payé. Mais je pense que là, tu prends tout à l'envers. J'ai fait un métier qui te plaît et qui te donne envie de te lever le matin, que de savoir combien tu vas être payé à la fin du mois. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, c'est... Ouais, c'est hyper intéressant. Effectivement, même pour le meilleur salaire au monde, je ne resterai pas dans un bureau 35 heures semaine. Voilà. Après, effectivement, on a une bonne... j'ai regardé, mais un jeune en reconversion dans le métier de couvreur, donc plus de 18 ans avec un bac, je crois qu'il est à 1006 quand il commence, donc c'est bien. Et un chef d'équipe, la fourchette, en fait, dans le bâtiment, on a la chance que les salaires soient faits avec des grilles, donc on peut pas te payer ce qu'on veut, en fait. C'est en fonction de tes qualifications et de ton expérience. Et en fait, tu montes en expérience au fur et à mesure des années de métier. Et puis après, effectivement, comme lui, en termes de salaire, on gagne moins en étant indépendant. Mais parce que les charges sont pas, bien pas sûr. les mêmes.
Ouais. Et Par puis contre, après, liberté dans le choix de ce que, enfin voilà, vous faites vraiment à votre sauce, quoi. Vous choisissez vos chantiers, le cadre de travail est différent que d'un bureau. Enfin voilà, il faut voir tout cet aspect-là. On parlait d'environnement de travail tout à l'heure, c'est vraiment une caractéristique clé des métiers du bâtiment autour du savoir-faire. Vous produisez quelque chose, il y a vraiment quelque chose de concret en fait. c'est ça. Si parfois on a un chantier qui vraiment nous donne envie, plus qu'un autre, et qu'on a envie de faire un plus, enfin, je sais pas, je refais une toiture, c'est pas dans le devis, mais j'ai envie de faire un motif en l'ardoise sur la toiture c'est ma signature. Je vais le faire, ça va me prendre plus de temps. Je sais que du coup, je vais être un peu moins rentable sur ce chantier, mais à la fin, je vais passer pendant 30-40 ans devant. Donc, je me dis, ben voilà, c'est ok, j'aurais gagné moins, mais le résultat me plaît, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme pour travailler dans le bâtiment? Pour être entrepreneur, oui. Non, mais pour être entrepreneur, oui. Pour avoir l'expérience, Ouais. ça. Après, sinon, non. Quelqu'un qui veut faire ce métier, je pense que s'il a envie, bah, il peut, avec l'expérience, il devient qualifié, en fait. C'est ça. Et justement, est-ce que c'est un secteur qui recrute particulièrement le couvreur et électricien? Est-ce qu'il y a de la place? Quels sont les débouchés? Alors, il y a un sondage qui vient de sortir. On est le deuxième métier qui recrute le plus et qui manque le plus de bras. Donc le premier, c'est charpentier, le deuxième, c'est couvreur. Et en D'accord. huitième position derrière, il y a médecin. Donc, on est encore plus recherché que des médecins, c'est pour dire. Donc effectivement, ça recrute à tour de bras, ça c'est évident. Et dans le Ok. classement, il n'y a pas électricien. Et donc, pardon? Dans le classement qui est sorti, il n'y a pas électricien. Non, désolé. Désolé les gars. Parce que la réalité est que ça recrute pas tellement d'électriciens. Est-ce qu'il y a de Ouais, la place en fait? peut-être que tout le monde est allé là-dedans, parce que c'est un chantier où on est propre, je sais pas, peut-être. Ah, est-ce que j'ai l'air sale, hein? Non, mais c'est Non, vrai non, que, en fait, on souffre un peu de. C'est un métier qui a été. On a longtemps envoyé, en fait, ceux qui n'avaient pas. Enfin, qui. Voilà, en fin de troisième, c'était des voies de garage. On a envoyé des gens qui n'avaient pas envie d'y être. Donc, c'est vrai que longtemps, la réputation du couvreur, c'était un gars un peu solitaire et un peu rustre. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, on y trouve justement presque que des gens passionnés. Et puis, c'est vrai que les conditions, on travaille dehors dans le froid, il pleut, tu mets ton caouet et puis tu continues. C'est vrai que ça demande de s'y habituer, mais en fait, pour être honnête, quand je passe ma capuche et je continue à travailler et qu'il pleut, je me rends même plus compte qu'il pleut en fait. C'est des habitudes à prendre. Est-ce que vous avez un dernier conseil d'orientation à donner aux jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent? Des jeunes qui sont complètement perdus dans leur orientation. Là, je vous donne un petit peu plus d'éléments de contexte. Qu'est-ce que vous leur dites? En fait, il ne faut pas trop qu'ils écoutent des personnes qui vont leur mettre des bâtons dans les roues, genre ouais, mais ouais, tu crois que tu vas faire ça? Non, mais c'est pas bien, fais autre chose. S'ils ont envie de le faire, bah, qu'ils se lancent. À un moment donné, il faut pas écouter, même si des parents qui disent ah mais non, moi je préfère que tu fasses de la mécanique au lieu de faire je sais pas quoi. Bah non, en fait, si toi tu as envie de faire ça, bah fais-le. Sinon, il y a rien qui va te plaire, tu vas être perdu. Donc autant aller dans quelque chose qui te plaît. Donc fonce. Ok. Voilà. Ouais, moi je dirais écoute-toi, tu as le droit de te tromper, donc vas-y, tu as le droit de faire marche arrière, repartir sur autre chose. Il n'y a pas de métier garçon, fille, homme, femme. Fonce. Ouais, fonce, ouais.
Et ben voilà, foncez. On vous remet les différents réseaux de Cédric et de Marie dans le chat. Merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages. C'était hyper chouette de découvrir un peu l'envers du décor. J'espère qu'on vous reverra par ici. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. C'était très chouette. Ça vous a plu ? C'était super, merci. Cool. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine pour un live à 18h sur les salons. On a parlé des journées portes ouvertes tout à l'heure. C'est la grosse période en ce moment, justement, des salons et des journées portes ouvertes. On va vous expliquer un petit peu comment préparer votre visite pour pas vous retrouver perdu dans cette jungle de l'information que sont les salons étudiants et comment préparer les journées portes ouvertes de vos établissements favoris au mieux. Voilà, passez une très bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Bye.